Ici, la voix de l'Amérique. Un grand merci pour votre fidélité. Jacques Aristide avec vous de Washington, la capitale fédérale des États-Unis. VOA Afrique vous présente un deuxième forum citoyen virtuel dans le monde aujourd'hui, entièrement consacré à la pandémie du nouveau coronavirus. À l'heure du déconfinement progressif en cours dans différentes régions du monde, y compris en Afrique. Depuis son apparition en Chine en décembre dernier, la pandémie de Covid-19 continue de progresser dans le monde. Plus de 7 millions de personnes sont contaminées dans 196 pays et territoires. La maladie a fait au moins 405 000 morts jusqu'à présent. En Afrique, environ 200 000 cas ont été répertoriés, dont au moins 5 500 décès. Où en est-on dans la lutte contre la maladie? Quel impact sur la vie quotidienne? Quel plan de relance de l'activité? Et comment se projette l'après-Covid? Nos invités répondent à vos questions qui ont notamment trait à la santé publique, l'économie et l'emploi. Alors, nos invités qui nous rejoignent via Skype, j'ai le plaisir donc d'accueillir nos invités. Avec nous ce soir, Dr Dorothée Akoko Kinde-Gazar, ancienne ministre de la Santé du Bénin, chef de service du laboratoire de microbiologie au Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou. Dr Michel Yao, chargé de la gestion d'urgence au bureau régional Afrique de l'OMS à Brazzaville, en République du Congo. Professeur Axel Koblan-Avoni de l'Université de Cocody, enseignant-chercheur, promoteur d'un laboratoire de phytomédicaments en Côte d'Ivoire. Il nous rejoint d'Abidjan. Et Amadou Cissé, économiste basé dans la région de Washington aux États-Unis. Alors, sans plus tarder, nous nous rendons au Cameroun. Feuzeux Jean-Pierre a 32 ans. Il est vendeur de vêtements de seconde main à Yaoundé. Il veut poser cette question. Nous l'écoutons. J'ai une préoccupation. J'ai perdu mes activités, mon commerce. Et j'aimerais savoir comment l'État peut-il m'aider dans ce cas. Voilà, une question pour vous, Amadou Cissé. Que pouvez-vous répondre à Jean-Pierre ? Ben voilà, c'est d'abord les politiques publiques en place, notamment les mesures de protection de filet social que les États mettent en place. Je dois prendre un petit recul pour dire que malheureusement, dans les États africains, les mesures mises en place ont été surtout des mesures de mimétisme, disons, imitant ce qui a été fait dans les pays occidentaux sans prendre en compte les réalités africaines. Les réalités africaines, une de ces réalités, c'est la faiblesse des États. C'est leur faible capacité à aider les gens. Quand vous confinez des gens et qui gagnent leur vie dans leur mouvement, dans leur mobilité, en allant sur les marchés, en se vouant à leurs activités économiques, quand vous les confinez, vous devriez être capable de leur donner les moyens de subsistance, les moyens de survie, ce qui n'est pas le cas des pays africains. On peut faire quelques petits gestes de détaxe, disons de rendre gratuits certains services publics, mais c'est une goutte d'eau dans les besoins que les gens confinés ont. Donc, je dois résumer mon propos en disant que la qualité des politiques publiques est très, très importante. Au lieu de mimer les pays occidentaux, il fallait prendre des mesures adaptées aux réalités africaines. Par exemple, le virus en Afrique est venu de l'extérieur. Donc, en contrôlant un peu mieux les mouvements des avions avec l'étranger et en faisant, disons, des quarantaines beaucoup plus observées, protégerait mieux que ce confinement universel de tout le monde qui est comme si vous prenez un marteau pour tuer une mouche. La solution est trop forte par rapport au problème. Parce que vous l'avez dit dès le début, le Covid n'est pas aussi important, l'incidence n'est pas aussi importante en Afrique. Aussi, il fallait prendre des mesures appropriées et en résumé de politiques publiques justes, de filets social pour protéger les gens qui ont perdu leurs revenus. Alors le temps passe très vite, je vais vous demander des réponses précises, concises, pas très longues. Docteur Michel Yao, comment relancer la machine économique sans relancer l'épidémie?
Il s'agit en fait de concilier les deux. Pour pouvoir relancer la machine économique, il faut s'assurer qu'on ait une capacité de santé publique et de réponse en place. Donc, il est important que le confinement ait permis à cela, sinon il faut l'accélérer. Et l'activité économique doit absolument s'accompagner aussi de mesures préventives qu'on a évoquées tantôt, notamment les mesures de distanciation sociale ou les mesures barrières. Donc, c'est une activité qui ne pourra pas se faire comme auparavant. Et il faut dire que l'ouverture de ces activités permet aussi une meilleure adhésion aux mesures de santé publique lorsque cela est bien concilié. D'accord. Docteur Dorothée Kinde-Kazar, ce ne sont pas tous les pays en Afrique qui ont imposé des mesures de confinement. C'est le cas du Bénin, votre pays notamment. Le chef de l'État, Patrice Talon, n'a pas voulu fermer tous les petits commerces. Il avait notamment ceci à déclarer il y a quelques mois. Si nous prenons des mesures qui affament tout le monde, elles finiront très vite par être bravées et bafouées. Quel plan a-t-il mis en œuvre pour le pays et ce plan est-il en train de porter ses fruits ? Oui, je pense bien, puisque au Bénin, nous avons environ 305 cas confirmés par PCR et seulement 4 décès que nous déplorons. Mais à la réunion... Donc ça, ce sont des chiffres officiels, n'est-ce pas? Oui, ça, c'est les chiffres officiels. Évidemment, nous n'avons que ça à exploiter. D'accord. Et pas plus tard qu'hier, des mesures ont été prises sur le plan économique pour soutenir les artisans, pour soutenir les entreprises où le pays va allouer des crédits, le pays va rembourser des crédits, le pays va donner des ressources pour les gens qui sont en situation précaire, notamment nos artisans, les coiffeuses, les soudeurs, les menuisiers, etc. Ben, on pourrait dire que ça vient à point nommé, puisque nous sommes en train de faire le déconfinement, et ce sera une manne financière pour toute la population, parce que nous savons que le Covid-19 est un drame sanitaire, mais également encore plus un drame économique, puisque nos populations vivent au jour le jour, et ils ne vivent que de ce qu'ils ont produit dans la journée. Voilà. On l'a bien compris, docteur. Alors, le confinement a lourdement impacté les petites et moyennes entreprises sur le continent. Je vous propose d'aller à la rencontre de l'un de ces opérateurs de PME. Nous nous rendons au Cameroun pour tendre le micro à Ayangma Théodore Pépin. Il est directeur général d'Atepec Auto, un garage automobile situé au quartier Fouda à Yaoundé. Il explique comment la crise de Covid-19 a affecté son business, mais aussi comment il a pu s'adapter à de nouvelles réalités. Je m'appelle Ayangma Théodore Pépin. Je suis le directeur général du groupe Atepec Auto. Le confinement a eu un impact très sérieux dans ma vie personnelle et au niveau de mon entreprise. Parce que lorsqu'on a confiné, on a décrété le confinement, les gens se sont permis, n'est-ce pas, de ne plus venir au boulot à cause du confinement. Et nous avons eu des retards jusqu'à présent, des retards de paiement. Celui qui doit, n'est-ce pas, enregistrer un dossier, on va vous dire qu'il a eu 2 semaines de confinement. Celui qui doit, n'est-ce pas, payer, on va vous dire qu'il a eu 2 semaines de confinement. Les sociétés avec lesquelles nous travaillons ont fermé et puis les sociétés avec lesquelles nous travaillons trouvent des difficultés de paiement. Et puis nous commandons beaucoup le matériel parce que le matériel actuellement, il n'y a plus de matériel à cause du confinement. Tant qu'il n'y aura pas l'ouverture au niveau des aéroports, les vols et tout, ça sera difficile. Tant que les frontières seront encore fermées, ça sera vraiment difficile. Parce que nous avons commandé, il n'y a plus de pièces pour remplacer dans les véhicules. Il n'y a plus de pièces. Donc c'est vraiment difficile. Sinon, au niveau du Cameroun, au niveau du pays, bon, ça va. On essaie de faire avec le peu qu'il y a sur place. On était obligé de respecter les autorités, les règles de l'autorité. Parce que quand l'autorité dit de fermer à 18h, on n'a pas de choix, on est obligé de respecter. Mais je vous dis encore que
ce confinement a eu vraiment un impact très sérieux au niveau de la vie personnelle des uns et des autres et des sociétés. Nous faisons tout ce que le gouvernement demande de faire. Nous avons là un récipient où il faut laver les mains, il y a du savon, il y a du gel, j'ai mon masque ici, que je peux mettre là maintenant. Je peux porter mon masque, ouais, pour vous montrer que, voilà, j'ai mon masque. Et puis aussi, j'ai mon personnel. Chacun a son masque. Et tous ceux qui arrivent ici, qui foulent leurs pieds ici, lavent les mains et puis on leur met du gel. On n'a pas encore reçu les aides du gouvernement. Pendant peut-être que ça va venir, quoi. Ça va venir. C'est une joie parce que ceux qui n'étaient pas là, qui pouvaient, n'est-ce pas, nous délivrer certains documents, sont déjà là. Parce qu'on était vraiment bloqués. C'est vraiment une joie comme il y a eu reprise. Et voilà, des entrepreneurs africains qui s'adaptent, mais évidemment, ce sont les séquelles de la crise sanitaire sur l'emploi et les moyens de subsistance sont encore plus affectés. Les micro, petites et moyennes entreprises qui disposent de moins de moyens pour continuer à opérer que les entreprises de plus grande taille. Elles sont donc plus en danger face aux chaos mondiaux, comme on vient de le voir au Cameroun. Amadou Cissé, quelle aide pour les entreprises et leurs salariés afin de traverser la pandémie de Covid-19 ? Bon, des aides, tout d'abord, il y a leur demande qui n'existe plus, donc ils n'ont plus de clients qui achètent leur production. Donc tout de suite, c'est une perte de revenus qu'il faut combler par l'aide de l'État. Alors, l'autre chose, c'est qu'ils ont besoin de services. Ils ont besoin d'électricité, d'eau pour fonctionner. Et là, les États doivent les assister en les exonérant du paiement, disons, de ces services-là. Et troisièmement, elles ont besoin de liquidité des banques. Alors, les banques leur donnent de l'argent sur la base de leur vente antérieure, ainsi de suite. Et tout ceci n'existe plus. Donc, il y a tout un faisceau, disons, d'aide à faire aux entreprises et qui dépendent absolument de la capacité de l'État. Donc, est-ce que les finances publiques de l'État sont bien portantes pour fournir toutes ces aides-là ? Là est la question. Parce que... Et il faudra tenter d'apporter des éléments de réponse. Et maintenant, cette question qui nous vient de Kinshasa. On écoute. Doit-on s'attendre à une deuxième vague de Covid-19 ? Que devons-nous faire pour parer à une telle éventualité ? Docteur Yao ? Merci. Je pense que pour parler de vague, il faut d'abord avoir en fait un pic, une descente et puis par la suite un deuxième pic qui reprend. Et de ce qu'on observe en Afrique, on a une augmentation. Mais cela n'est pas exclu. Tant qu'on n'a pas de vaccin, tant qu'on n'est pas sûr que la population est immunisée dans sa grande proportion pour réduire. Donc, si on a une première vague qui est contrôlée, une deuxième vague n'est pas à exclure. Et surtout dans les pays développés, on pense plus à la saison hivernale. Et dans le cas de l'Afrique, la saison des pluies qui correspond souvent aussi à un moment où on a des pics de grippe. Et donc, en ce moment-là, si on a déjà contrôlé, on pourrait peut-être s'attendre à une deuxième vague si les mesures de prévention ne sont pas consolidées. Partons au Burkina. Rabiatou Wango, 30 ans, vit à Ouagadougou, la capitale. Elle est assistante dans un atelier de couture. Voici sa question. Aujourd'hui, dans le monde, on parle de trouver un vaccin contre le Covid-19. Est-ce que nous devons attendre longtemps pour avoir ce vaccin? Et si toutefois on a ce vaccin, est-ce que nous, les pauvres, on aura accès à ce vaccin facilement? Professeur Kinde Gazar, que pouvez-vous répondre à cette question? Je dirais que le vaccin, ce n'est pas demain à la veille. On mettra encore 12 à 24 mois pour avoir un vaccin si on doit vraiment respecter toutes les procédures de développement d'un vaccin.
Donc, nous gagnerons à être dans la prévention, comme j'aime bien le dire, et insister sur la prévention. Est-ce que ce vaccin serait accessible aux pays pauvres? Normalement, la communauté internationale devait prendre toutes les dispositions pour que le vaccin, lorsqu'il sera mis sur le marché, il soit disponible partout et accessible à tout le monde. Je me souviens que dans les années 80, avec la pandémie du VIH-Sida, oui. Au départ, tout le monde n'avait pas accès au traitement. Puis après, on a ouvert et les traitements sont tombés dans le domaine public. Et aujourd'hui, le traitement du VIH-Sida est gratuit. C'est vrai que quelque part, quelqu'un paye, mais je pense qu'il en sera ainsi pour toutes les grandes pandémies de notre siècle. Voilà. Pas mal d'Africains, dont certains chefs d'État comme Ange Radziwill de Madagascar, vantent les vertus de diverses plantes de la pharmacopée traditionnelle pour soigner la maladie Covid-19, Neem, Artemisia, Ndolé, Congo Bololo. Docteur Coblan-Avoni, c'est votre domaine. Vous êtes l'un des praticiens les plus connus de Côte d'Ivoire. Partagez-vous l'avis qu'il n'existe aucune preuve scientifique d'un effet contre le coronavirus quand on parle de toutes ces plantes? Je n'ai pas bien compris la question. Qu'il n'y a aucune preuve scientifique il n'y a aucune preuve pour le moment qui peut prouver que ces remèdes proposés par certains chefs d'État contre la maladie Covid-19. Non, ce ne sont pas les chefs d'État qui proposent ces remèdes. Ces remèdes sont proposés par une communauté scientifique dans ces pays, à Madagascar notamment. Donc quand je parle de pharmacopée traditionnelle, on l'a vu avec le président malgache, n'est-ce pas? Oui, mais le président a endossé parce que, compte tenu de la pression internationale, un chercheur isolé malgache sa parole n'aurait pas eu la portée qu'a eu la parole du président de la République prenant en charge la promotion de ce phytomédicament. D'accord, on a compris. Mais vous avez travaillé sur le sujet et vous avez même écrit un rapport à ce sujet. Très rapidement, parlez-nous de ce rapport. Alors, ce que nous avons ici en Côte d'Ivoire, dans le groupe où avec les personnes avec lesquelles je travaille, nous sommes partis de ce qui a été dit scientifiquement sur le plan international de l'effet de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine sur ce virus. Nous avons dit, et c'est la démarche que Madagascar a faite aussi, que nous avons les substances naturelles. Nous avons par exemple, l'hydroxychloroquine, c'est une quinone. Ouais. Nous avons des plantes qui produisent ces quinones. Donc, au lieu d'utiliser la version chimique qui est toxique, nous pouvons utiliser la version naturelle. Et nous avons fait ici des textes de toxicité dont j'ai transmis à votre équipe un exemplaire de ce rapport, de cette étude de toxicité, par exemple. Oui. C'est une des choses que l'OMS demande pour les phytomédicaments, qu'on ait la connaissance de la phytochimie, c'est-à-dire de la composition des molécules qu'il y a dedans. Je vous ai transmis également un rapport. Oui. Donc, nous avons ce qu'il faut. Les phytomédicaments peuvent agir. Maintenant, il faut que là, c'est au niveau de la responsabilité des ministères de la Santé, de faire les essais ou plutôt les observations cliniques qui sont exigées. Ça, la science peut contrôler ce que disent les phytothérapeutes. Voyons la réaction maintenant du côté de l'OMS, si vous le permettez. Docteur Michel Yao, à l'OMS, vous avez été très critique à l'égard de ces traitements locaux, dont le fameux Covid organique du président malgache, je le disais tout à l'heure, et la pivirine au Bénin. Pourquoi ? Il s'agit pour nous d'endosser tout médicament, de nous assurer que ce médicament n'est pas toxique, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, et que ce médicament fasse aussi preuve de son efficacité. Et donc, il y a un minimum à faire. C'est juste une comparaison simple de montrer l'avantage de prendre ce médicament par rapport à d'autres traitements ou par rapport à un groupe qui ne prendrait pas, qui n'aurait pas accès à des traitements. Et donc, c'est cette étape-là qui n'est pas faite et qui ne permet pas de dire juste par peut-être l'historique d'une tisane que cette tisane pourrait être efficace sur le Covid. Donc, ce sont juste ces éléments-là qui sont approuvés pour que cela soit
recommandé. Et nous disons toujours qu'un médicament pourrait venir de ce domaine-là, pourquoi pas, et nous n'excluons pas cela, mais nous disons qu'il faut faire selon les standards. Oui, mais en même temps, Dr Michel Yao, l'OMS a été critiqué sur pas mal de sujets. Et justement, qu'avez-vous à dire au sujet de la volte-face de l'OMS et de Lancet sur l'hydroxychloroquine? L'OMS a décidé de reprendre les essais cliniques suspendus après la publication dans la réputée revue scientifique d'une étude controversée. 3 des 4 auteurs de l'étude se sont rétractés. Pourquoi de tels revirements autour des essais cliniques? Bien, l'OMS, dans son travail, met en place des scientifiques. Et donc, par rapport à l'essai clinique, il y a un groupe technique qui s'en occupe. Et donc, c'est ce groupe qui a recommandé qu'on puisse suspendre la chloroquine dans le protocole en attendant qu'on puisse analyser davantage. Et il y a dans ce groupe-là un groupe qui analyse les données. Donc, après avoir analysé, ils ont refait encore une autre recommandation qu'on pourrait continuer parce que l'analyse ne montrait pas, ne confirmait pas ce que les 10 auteurs présentèrent dans le document. Donc, il s'agit de commissions techniques, comme nous avons usage de le faire, qui font des recommandations à l'OMS. Professeur Kindé-Gazard, qu'avez-vous à dire? Mais je pense qu'on est allé trop vite en besogne en disant nous n'avons pas de preuves, nous n'avons pas de preuves. Mais la chloroquine est une molécule connue depuis des décennies. Et on ne nous avait jamais démontré la toxicité de cette molécule. Alors moi, je me suis posé des questions par rapport à cet article-là et j'en ai parlé suffisamment. Je pense que le plus important pour un médecin, un agent de santé, c'est de guérir les malades, c'est de soigner. Nous allons faire les essais thérapeutiques, nous allons faire les essais cliniques, mais nous sommes en situation d'urgence. Et si nous avons des études observationnelles qui nous permettent de traiter les malades, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Voilà. Et je voudrais faire en même temps rapidement, parce que j'aurais aimé revenir là-dessus avec le docteur Yao, parce que c'est très important cet aspect-là. C'est vraiment très important cet aspect, docteur Yao. Vous venez d'entendre professeur Kindé-Gazard. Qu'avez-vous à dire à cela? C'est-à-dire qu'à chaque fois on dit qu'il n'y a pas de preuves, etc. Réagissez très rapidement. Je pense que nous l'avons fait avec Ebola. Il y a ce qu'on appelle l'utilisation à but compassionnel de médicaments pour lesquels on aurait un minimum d'évidence. Et donc, cela permet d'expérimenter des traitements. C'est d'ailleurs ce qui se fait avec la chloroquine et 3 autres protocoles qui sont en ce moment utilisés. Et cela permet de confirmer leur efficacité qui serait peut-être démontrée de façon hypothétique en laboratoire. Donc, cela n'est pas en contradiction avec ce que nous préconisons souvent, l'utilisation de certains médicaments à but compassionnel lorsqu'on n'a pas la totalité et que ces médicaments pourraient faire leur preuve d'efficacité. D'accord, pas en contradiction. Autre question tirée de la page Facebook de VOA Afrique. Djouma Bin Moulagué, Lubumbashi, République démocratique du Congo. Est-il possible que le coronavirus prenne fin d'ici à la fin de l'année? Sinon, est-ce que les pays qui continuent à confiner n'auront pas tort aussi longtemps qu'ils ne savent pas le jour ou la date que ce virus prendra fin? Amadou Cissé. Oui, je l'ai dit, je vais reprendre mon propos. Le confinement n'est pas la solution à long terme. Il faut laisser les gens dans leurs activités, disons, de survie, dans leurs activités économiques pour continuer à vivre. Donc, il faut déconfiner et mettre en place des politiques publiques efficaces pour protéger les gens. Donc sur le plan personnel, sur le plan de l'assistance de l'État aux gens et sur le plan, disons, de services à fournir à distance, tels que l'éducation, les conseils de santé et autres. D'accord. Un dernier tour de table rapide. Pour vous, docteur Kindé-Gazard, comment se projette l'après-Covid-19? D'ailleurs, peut-on vraiment parler de l'après-Covid? Oui, je pense qu'il faut parler de l'après-Covid. Et nous avons tiré beaucoup d'enseignements de cette période Covid que nous devons pouvoir capitaliser
notamment les initiatives qui ont été prises un peu partout en Afrique par rapport à la fabrication de gel, par rapport à la fabrication d'aspirateurs, de respirateurs, par rapport à la fabrication de masques. Je pense que c'est autant d'initiatives que nous devons capitaliser et nous dire, nous pouvons gérer des situations, nous avons beaucoup d'intelligence et nos start-up doivent être soutenus pour que nous allions vers le développement continent tout simplement. D'accord. Si on devait attendre que les masques viennent de la Chine, qu'il n'en a pas suffisamment pour tout le monde. Oui. Docteur Yao, en 2 mots. Pour nous, bien sûr que le Covid devrait changer. D'abord, en termes d'organisation des services, en mettant l'accent sur les mesures de prévention et de contrôle des infections au sein des structures. Aussi, la façon d'organiser les services, il est important peut-être de renforcer des capacités de prise en charge de maladies hautement contagieuses. On a vu que cette capacité était limitée en termes de structure, en termes d'équipement, mais aussi en termes de personnel. Il faut aussi faire en sorte Covid fera en sorte qu'on puisse continuer des autres services en tenant compte de ces mesures de prévention comme la vaccination, la lutte contre les autres maladies. C'est cela qu'il faut peut-être mettre l'accent là-dessus maintenant. Comment reprendre rapidement ces services-là dans un contexte de Covid sans continuer à accentuer le problème de Covid. Donc, ceci doit être aussi applicable pour toute maladie. On doit avoir cette flexibilité. Et puis, l'autre aspect évoqué plus haut, c'est l'approvisionnement. Comment assurer une chaîne d'approvisionnement qui soit solide, une chaîne peut-être africaine en termes de production de médicaments ou production d'équipements qu'on devrait peut-être pouvoir encourager. Amadou Cissé, pour vous, comment se projette l'après-Covid ? L'après-Covid, c'est renforcer les capacités des États africains à tester, à protéger, à traiter et à soigner ceux qui sont affectés et ceux qui ne le sont pas. Parce qu'il s'agit de la protection non seulement des malades, mais aussi de la société afin de relancer l'économie. Et dans l'immédiat, il faut prendre avantage, disons, de la coopération internationale, donc des organismes tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire et les Nations unies peuvent, l'OMS notamment, leur coopération peut donner, disons, des solutions dans l'immédiat. Dans le moyen et long terme, c'est tout le modèle de développement économique qu'il faut revoir afin, disons, de doter ces États-là de finances publiques adéquates leur permettant, disons, d'assister leur population, d'assister leurs travailleurs, d'assister les membres de la société. Voilà, et en fin de compte, c'est vraiment la qualité des politiques publiques à mettre en place. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Le temps est limité, évidemment. Et voilà, c'est ici que nous allons clore Le Monde aujourd'hui, spécial Covid-19. Merci à nos invités, Dr Dorothée Akoko Kindegazar du Bénin, Dr Michel Yao de l'OMS à Brazzaville, professeur Axel Koblan-Avoni de l'Université de Cocody en Côte d'Ivoire et l'économiste Amadou Cissé basé dans la région de Washington. Et voilà, merci à vous pour toutes vos questions. VOA Afrique continue de vous informer sur cette pandémie à la radio, la télé et en ligne bien évidemment. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Too many haters started, I ain't gonna be here. I'm ignoring the fake track in my pen, I replay. Never front. Never front. Never front.
La mort de George Floyd et de plusieurs